J'espère que ce petit intermède et puis la pause déjeuner vous avez permis de digérer toutes les informations qu'on a vues ce matin. La question qui était posée ce matin avec Riyad Lebib et puis Marc Oberon était de questionner les émotions sur la manière de les engendrer et puis de générer de l'envie. Cet après-midi, sur cette seconde table ronde, nous allons aborder l'émotion par le biais du récit scientifique et puis environnemental. Je vais présenter seulement Véronique, que vous connaissez, mais je vais recommencer à la présenter en tant qu'artiste et puis enseignante ici en prépa et puis en 3D. Et puis je vais laisser Véronique présenter et Xavier, que vous avez déjà été présenté ce matin, mais je vais le laisser développer un petit peu sur nos invités. Très bien, merci. Alors, donc nous allons échanger ensemble autour de processus de recherche et de création. Et pour le faire, nous accueillons donc Suzanne Bastian, qui est enseignante-chercheuse sur la biodiversité à Oniris, qui a travaillé sur l'écologie du paysage, l'émergence des maladies infectieuses et les enjeux de la biodiversité, qui a été aussi chargée de mission agriculture et biodiversité au ministère de l'écologie Pays de la Loire. Et puis Xavier Kawatopor, directeur artistique et délégué général de la Nef Animation. Son travail, enfin son expertise dans le cinéma d'animation et son engagement envers les thématiques écologiques à travers la revue Bling Blang. Voilà. Alors, pour commencer, par rapport au processus, effectivement, au cœur de la réflexion environnementale, je vais proposer en fait à Suzanne de nous faire part en fait de son en tant qu'enseignante chercheuse en biodiversité, comment elle met en place en fait ce travail de recherche scientifique, la part de recherche créative aussi qu'il peut y avoir dans sa pratique. Okay. Merci Véronique. Donc bonjour à tous et à toutes. Je voudrais commencer juste avant de vous parler du travail de recherche ou des travaux de recherche auxquels je participe, c'est vous parler du métier d'enseignante-chercheuse ou d'enseignant-chercheur, qui est un statut de l'enseignement supérieur et de la recherche. Donc dans le public, il y a aussi des écoles privées. Donc mon nom, c'est maître de conférence, c'est mon métier. Je suis à la fois enseignante et chercheuse, moitié-moitié à peu près, et je fais aussi de l'expertise, c'est-à-dire que je décrypte les connaissances actuelles qui sont disponibles pour des gens qui pourraient en avoir besoin, notamment des décideurs. Donc, dans l'enseignement supérieur, c'est quoi? Alors, moi, je préfère, au terme de transmettre de la connaissance, je préfère donner accès à la connaissance. C'est-à-dire que vous, dans l'enseignement supérieur, vous êtes capable de poser des questions, d'aller chercher l'information, et notre travail est aussi de vous guider pour y avoir accès. Voilà, vous donner les clés qui vous permettent de poser ces questions. Donc ça, c'est une première chose. Donc, d'où l'image de la bibliothèque avec un peu des cordes auxquelles on n'oserait pas trop aller voir dans les livres qui contiennent la connaissance, et que c'est quelque chose qui est en fait ouvert, mais il faut avoir les clés. Et donc, j'aimais aussi pour la production de connaissances, qui est l'autre facette de mon métier, j'aime beaucoup cette image de Léonard de Vinci, qui est l'homme de Vitruve, où il a, alors je ne suis pas du tout spécialisée en art pictural, mais où il a représenté différentes façons de dessiner un être humain. Voilà, il a apporté une nouvelle connaissance, une nouvelle clé de lecture, et c'est ça, production. Alors, est-ce qu'elle est scientifique, est-ce qu'elle est artistique? À l'époque, il était un peu des deux. Léonard de Vinci, et donc c'est pour ça que je trouvais que c'était assez représentatif des efforts qu'on fait. Voilà. Et donc pour l'expertise, voilà, on voit peut-être un petit peu la vignette dans le fond. Si on prend un manuscrit du Moyen-Âge, c'est quelque chose qui est pas forcément accessible à tout un chacun.
parfois on a besoin d'avoir accès à la connaissance, et donc il y a un travail de médiation scientifique et parfois de compilation aussi des données disponibles pour répondre à certaines questions, et donc ça fait aussi partie de mon travail. Voilà, donc c'était ce que je voulais dire rapidement. Et, en tant que scientifique, je suis quand même sensible à la démarche artistique. Et donc, on a eu cette occasion de collaboration dont on va reparler, parce que je trouve que c'est très complémentaire. Et à l'époque, donc, quand on a fait cette restitution du projet Bestiole, j'avais proposé cette citation d'Albert Einstein qui dit que voilà, on est dans deux facettes d'une même chose. En science, on fait de l'observation factuelle, et en art, il y a la perception, les intuitions, les émotions qui rentrent en ligne de compte. Donc, c'est deux façons différentes d'explorer la réalité, voilà, et qui sont très complémentaires. Voilà. Donc, par rapport à la question de la biodiversité, qu'est-ce que ça veut dire de faire de la recherche en biodiversité? Les enjeux d'environnement, les défis environnementaux sur lesquels portent nos recherches actuellement. Il y a un côté de très grande complexité, et il y a un côté qui tient aux interrelations. On est tous interdépendants dans ce monde, dans ces socio-écosystèmes, ce qu'on appelle des socio-écosystèmes, où plein d'espèces, y compris des êtres humains, interagissent et voilà, modifient, évoluent et vivent. Donc, ma spécialité, on va dire, c'est actuellement de l'écologie du paysage. Donc, je m'intéresse aux maladies infectieuses. Je suis vétérinaire de formation, j'ai fait beaucoup de microbiologie, et je m'intéresse à la propagation et aux risques de maladies infectieuses dans les paysages, parce que, en fonction des biotopes, en fonction des liens qui existent entre différents compartiments, le risque de transmission va changer, et surtout les assemblages d'animaux vont changer. Donc, tous ces enjeux environnementaux qu'on a sur la disponibilité en eau, sur la végétation, sur la diversité génétique et la diversité des espèces à un endroit donné, et les activités humaines, en fait, peuvent être étudiées avec ce prisme de l'écologie du paysage. Donc, ce sont les méthodes que j'utilise. Ça va être de la génétique, ça va être des statistiques, ça va être de la cartographie, enfin en tout cas de l'information géographique, que je vais essayer de combiner pour répondre à ces questions. Alors je dis je, en fait, la recherche comme la création artistique se fait en équipe. Un laboratoire de recherche, c'est une équipe de gens qui collaborent pour faire une production de connaissances. Donc voilà, on a toute une panoplie de métiers qui interviennent pour que ces productions soient possibles. Voilà. Alors, ah oui, donc quelles connaissances actuelles sur les enjeux environnementaux? Je voulais aborder là cet après-midi ça sous l'angle de qu'est-ce qui est compliqué de quoi est-ce qu'il est compliqué de rendre compte, et de quelle façon. La première image que je prends ici, c'est une image qui a été projetée pendant une conférence par un chercheur en géopolitique et en géostratégie qui s'appelle Jean-Michel Valentin, qui faisait une conférence sur les conflits mondiaux, donc les risques de guerre et le changement climatique, et le dérèglement climatique pour être exact. Et donc il a affiché cette image qui est très marquante, je trouve, qui est que le 2 mai 2022, en fait, sur une très grande partie de la planète, on a dépassé, absolument pulvérisé tous les records de température le même jour. Et on voit ici donc cette image avec toute l'Afrique de l'Ouest, l'Inde, le Pakistan, et voilà, une grande partie de la planète, et surtout les zones intertropicales qui étaient au-delà de 40-50 degrés parfois. Donc, rendre compte de ces extrêmes climatiques-là, c'est vraiment très difficile. C'est quelque chose qui est tellement énorme qu'on a beaucoup de mal à le visualiser. Donc, je trouvais que cette image était particulièrement parlante. Voilà. Donc, l'enjeu pour nous, quand on a à concevoir des protocoles scientifiques et à en rendre compte, c'est notamment d'essayer de faire des graphiques qui parlent de ça,
qui interpellent, qui en eux-mêmes nous permettent d'appréhender la réalité qui est derrière. Et cette complexité, tous ces liens sont parfois très difficiles à mettre en forme. Donc il y a toute une réflexion, y compris dans les études d'ingénieurs et de vétérinaires, qui consiste à dire, bon, quand je fais un graphique, qu'est-ce que je cherche à dire? Qu'est-ce que je cherche à raconter? Donc on arrive un peu sur la question de la narration, c'est de dire finalement, j'ai des résultats scientifiques, je représente le monde, comment est-ce que je peux faire passer ce message? Donc parfois c'est pour des spécialistes, parfois c'est pour des non-spécialistes. Et il y a un designer qui est très intéressant, qui s'appelle Edward Tufte, qui a beaucoup réfléchi sur la question. Il a écrit des très beaux livres sur la façon qui est très utilisée, je pense, par les gens qui font de l'infographie, sur la façon d'utiliser les graphiques et d'utiliser les images pour rendre compte de ces phénomènes-là. Donc il y a le livre d'un côté là, qui s'appelle Beautiful Evidence, donc les preuves, les belles preuves, où il montre un chien qui saute dans l'eau, et on a donc cette réalité du mouvement et de l'éclaboussement qui est rendu par cette image. Donc, il y a une réflexion qui est à mi-chemin entre, je pense, la science et l'art sur le comment représenter, Oui. comment toucher, comment informer au mieux l'auditoire par rapport à ces questions. Et là, je vous montre une image qui est extraite d'un article scientifique sur un microbe qui circule dans des musaraignes. Bon, c'est une bactérie qui est dangereuse pour l'humain. Et cet objet graphique-là, il est destiné à des spécialistes. C'est-à-dire que l'article scientifique, il est destiné à rendre compte d'un résultat de recherche de gens qui s'y connaissent en musaraigne à des gens qui s'y connaissent en musaraigne. Voilà. Ou en autre chose, mais en tout cas du même domaine. Donc, ce qu'il y a là-dessus comme information, c'est qu'il y a effectivement une grande diversité génétique dans les bactéries qui ont été détectées chez ces animaux. Donc les différentes couleurs. On a aussi ici des liens de parenté. Les arbres représentent des liens de parenté génétiques entre les différentes souches qui ont été isolées. Et la carte ici représente en fait la composition, l'assemblage spatial de ces bactéries qui ont été trouvées dans tel ou tel individu musaraigne à tel ou tel endroit. Voilà. Donc on a un objet graphique qui est scientifiquement juste, mais qui, je pense, ne vous parle pas plus que ça. Voilà. Donc il véhicule une information qui est destinée à des spécialistes, et c'est tout. Voilà. Donc de plus en plus maintenant, y compris vis-à-vis de nos pairs, donc PAIRS, on nous encourage, les journaux scientifiques nous encouragent à faire des résumés graphiques de nos travaux, de façon à toucher immédiatement notre auditoire et à transmettre rapidement l'essentiel de ce qu'on a trouvé de nouveau. Parce que on est comme dans des congrès, on est comme dans des salons professionnels, on vient vendre nos nouveaux résultats, et en espérant qu'ils soient utiles à nos collègues. Et donc, il faut rapidement pouvoir toucher l'auditoire qui en a besoin. Voilà. Et donc, une dernière diapo pour vous montrer aussi nos besoins de représentation. Et on rejoint, je pense, la démarche artistique dans ce qu'il y a de représenter cet enjeu de biodiversité. C'est que là, il y a une notion de dynamique temporelle. Et donc, c'est encore une fois, c'est la même maladie, mais c'est les différents phénomènes qui se passent pour que la maladie émerge, pour que des cas arrivent chez l'homme. Et il y a une notion de prolifération de rongeurs à certains endroits, à certains moments. C'est un peu cyclique. Au moment où on est sur un pic, il peut y avoir des cas humains pour diverses raisons, etc. Il y a aussi des vecteurs qui interviennent, etc. Mais comment représenter cette réalité? Là, vous voyez qu'il y a un choix qui a été fait sur la représentation graphique, avec des codes qui sont bien connus des scientifiques, parce que là, on est sur une dynamique temporelle, on sait que ce genre de graphe va exprimer ce genre de choses, mais pour le grand public, ce n'est pas forcément parlant. Donc, si on veut toucher un auditoire non spécialiste avec une information qui est d'une telle complexité,
voilà, comment faire pour arriver à expliquer les choses. Et la dernière chose qui n'apparaît pas là, mais c'est normal, et qui est extrêmement difficile à représenter, c'est la perte de biodiversité. Comment est-ce qu'on fait pour représenter quelque chose qui était là et qui n'est plus là? Voilà. Un enjeu de communication. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Très bien. Donc, par rapport à ces défis environnementaux, comment ça se traduit, en fait, Xavier, dans les thématiques et les esthétiques du cinéma d'animation contemporain? Comment c'est interrogé, porté? Oui, alors je vais rebondir par rapport à ce que vous avez dit en prenant aussi le temps de dire d'où je parle, d'où je regarde les choses. Moi, je suis historien de formation, historien du Moyen-Âge. Et lorsque je me suis intéressé à l'histoire du Moyen-Âge, plusieurs choses m'ont frappé dans cette démarche de recherche. C'est à la fois, en histoire, ce qui est important, c'est deux choses. C'est à la fois les faits, c'est-à-dire fonder scientifiquement des faits à travers les documents. Mais ces faits, ils ne donnent qu'une perception très localisée, très en pointillé du réel. Et donc, pour pouvoir produire une histoire, c'est-à-dire un discours d'histoire, un sens de l'histoire, une lecture de ces faits, il faut produire du récit. Donc l'histoire, c'est des points, et entre les points, du récit. Et ça me semble extrêmement important dans la démarche qui est la mienne, c'est-à-dire de ne pas vivre comme contradictoire, et là-dessus, je crois qu'on consonne, les démarches créatives et les démarches scientifiques. La deuxième chose, c'est que lorsque je me suis intéressé au Moyen-Âge, je me suis intéressé dans la mouvance de l'anthropologie politique de Jacques Le Goff, qui prête une attention tout à fait particulière à la question de l'imaginaire, en se disant qu'il y a plusieurs façons de rendre compte de la façon dont les hommes ont vécu dans le passé. C'est à la fois la dimension matérielle, mais aussi toute la dimension de leur construction, de leur représentation. Ces représentations, elles sont aussi bien d'ordre politique qu'artistique. Et cet imaginaire rend compte à la fois des mentalités, mais aussi, et on s'en rend compte, agissent sur le réel. C'est-à-dire que ce sont des constructions imaginaires qui imposent ou qui suggèrent des représentations, des modèles, des projections vers l'avenir. Un exemple très, très concret, la légende du roi Arthur est une construction littéraire et politique du XIIe siècle, à partir de faits historiques très anciens, mais qui a été précisément orchestrée, mise en œuvre, promue par une dynastie qui a voulu s'imposer, qui est celle des Plantagenets, qui a voulu s'imposer en fondant sa légitimité sur des ancêtres. Ça a rencontré cette démarche a rencontré un très grand auteur qui est Chrétien de Troyes, mais c'est véritablement cette rencontre, cette conjonction entre un mythe littéraire et un mythe littéraire qui a un enjeu véritablement idéologique, politique, qui crée effectivement du récit et qui va effectivement influer de façon très concrète sur l'avenir politique de l'Europe. Donc, on va dire la dimension performative du récit et de l'imaginaire. La vie a fait que je me suis intéressé au cinéma d'animation. Et dans le cinéma d'animation, moi, ce qui m'a frappé, c'est que, et vous le savez très bien, c'est un domaine, c'est pas un genre, c'est un domaine de la création artistique et du cinéma en particulier, qui est encore, même si ça va beaucoup mieux, marginalisé. En tout cas, qui a été extrêmement marginalisé, c'est-à-dire considéré comme du domaine de la distraction, et ni de l'art, ni de la production d'un discours politique ou d'un discours tout simplement sur le réel. Les choses changent, mais c'est un chemin qui est aujourd'hui encore vraiment à écrire, et c'est ce à quoi on essaye modestement de s'employer à la Nef Animation. Donc l'association que j'anime avec une petite équipe, c'est une association qui fait de la recherche et de la création, et de cette relation entre recherche et création, sa raison d'être, c'est-à-dire recherche créative, mais aussi recherche sur le cinéma d'animation, pour mettre en évidence le fait que c'est un domaine de l'imaginaire, et qu'en tant que tel, il est à la fois le reflet d'une société, il nous dit des choses sur la société, mais il a aussi cette capacité performative dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire de transformer le réel. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est aujourd'hui dans un registre de la culture populaire.
le plus diffusé. Aujourd'hui, une étude qu'on cite beaucoup, que je vais reciter un endroit qui me semble, enfin, qui a été vraiment pour moi très inspiratrice de la démarche qu'on mène à la Nef. C'est une étude de scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Paris qui ont analysé la production, la représentation du vivant dans la faune et la flore, très exactement, dans la production mainstream en animation, c'est-à-dire celle de Disney, Pixar, DreamWorks, etc., sur 50 ans. Et les résultats de cette étude sont extrêmement intéressants parce qu'ils montrent qu'il y a un appauvrissement, enfin un effondrement de la représentation du vivant sur les écrans. Et il le couple avec des études sociologiques, je vous passe le détail, mais ce qui est très important de dire, c'est que ce n'est pas simplement le miroir du fait que nous nous désintéressons et nous nous éloignons du réel, mais il y a effectivement un effet performatif à l'envers, qui est que dans une société où la relation avec la nature que nous avons tous, elle passe aujourd'hui majoritairement par les écrans. Je crois que c'est un fait extrêmement important. On est dans une société avant tout urbaine où un enfant, la connaissance qu'il peut avoir d'un hérisson, d'une hirondelle ou autre, elle va passer avant tout par les écrans. Ça change d'en voir dans son environnement, elle est extrêmement mince. Donc, dans un contexte qui est celui-là, qui est que notre rapport au vivant est un rapport qui passe par les images, où les images proposent une expérience substitutive de la nature, eh bien, il y a une responsabilité extrêmement forte, même centrale, c'est pas marginal, c'est peut-être la responsabilité écologique la plus importante en termes de médias qui se place au niveau du cinéma d'animation et de la production animée. Donc c'est pas un enjeu mineur, c'est pas un enjeu pour se faire plaisir, c'est un enjeu de civilisation, tout simplement, que nous avons tous à prendre en compte, si nous le voulons, ou on peut aussi se cacher la réalité, lorsqu'on regarde des films, lorsqu'on monte des films à des enfants, lorsqu'on crée des films, lorsqu'on les produit, lorsqu'on les diffuse, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose de vraiment important. Et effectivement, lorsqu'on regarde après, lorsqu'on prend ses lunettes et qu'on regarde un petit peu ce qui s'est passé, et je vais passer très très vite là-dessus, dans le cinéma d'animation au cours des derniers temps, en fait, on est dans une situation assez paradoxale. C'est que le cinéma d'animation, on va dire d'auteur, c'est-à-dire celui qui n'est pas promu par l'industrie, mais qui relève de l'initiative individuelle des autrices et des auteurs, des réalisateurs et des réalisatrices, eh bien, il a été au contraire extrêmement précurseur par rapport à l'image réelle dans sa sensibilité au vivant et notamment aux grands enjeux écologiques. Dès les années 60, et de façon encore plus forte à partir du rapport de Rome, de l'an 01, enfin des articles pas l'an 01, l'an 1 de l'écologie de Morin, d'Edgar Morin, eh bien on a très clairement des prises de position récurrentes du cinéma d'animation d'auteur. Là, c'est un des premiers films qui est un film de John Hallas, qui est un des grands réalisateurs anglais, qui s'appelle Automania, qui dénonce voilà, la surpopulation, l'industrialisation, l'urbanisation à tout crin. On peut passer. Et à contrario, finalement, de cette... On pourrait citer plein d'exemples, hein, y compris d'ailleurs dans le registre de la série télévisée, des choses plus connues comme Barbapapa, par exemple Barbapapa, ou Il est une fois l'homme, ce sont des endroits où il y a un discours écologique précurseur. Voilà. Mais effectivement, la dimension, on va dire, la production mainstream, notamment celle de Disney, elle impose dans les esprits, parce qu'elle va être très dominante, et elle est encore dominante aujourd'hui, elle impose dans les esprits une vision totalement différente du vivant dans l'animation, qui n'est pas simplement le fait de cet appauvrissement, enfin de cet effondrement de la biodiversité dans les écrans, ce qui se comprend, parce que voilà, les jeunes spectateurs s'éloignant du vivant et de la nature, il n'y a plus d'enjeu et d'intérêt à représenter une fauvette, d'une hirondelle, d'une bergeronnette, puisque plus personne ne sait à quoi ça ressemble. Il y a aussi une étude sociologique extrêmement intéressante qui fait le rapport entre ça et la capacité d'un jeune enfant américain à reconnaître le nombre de logos de marques. Voilà. Et c'est affolant. Je crois qu'il est capable d'identifier 200 logos de marques, un enfant de 10 ans, alors que les espèces vivantes, ça se compte à peine sur les doigts de la main. C'est-à-dire qu'il y a oiseaux, éventuellement lapins, enfin voilà, c'est très très pauvre. Et Disney, c'est pas simplement cet appauvrissement-là, mais c'est une relation au vivant qui est une relation, on va dire, sentimentaliste, mais qui n'a rien à voir
avec le réel. Je redévelopperai là si vous voulez tout à l'heure, mais on est dans un domaine où on crée un merveilleux, où Blanche-Neige parle aux lapins qui lui répondent, où les balais s'agitent, etc. Donc on est dans quelque chose qui relève du sentimentalisme, mais qui n'est pas, mais qui est en fait un monde entièrement anthropomorphisé, où tout le vivant ne sert qu'à révéler l'intériorité émotionnelle d'une personne. On va passer. Parmi les précurseurs d'autres choses, et vous le savez bien, puisque ce sont aujourd'hui des très grands inspirateurs de nos imaginaires contemporains, il y a les deux grands réalisateurs japonais que sont Hayao Miyazaki, d'une part, donc Nausicaa de la vallée du vent en 1984, qui pointe un enjeu récurrent dans le cinéma d'animation qui est la question du devenir apocalyptique vers lequel le développement industriel nous entraîne, ou pourrait nous entraîner, on va rester optimiste. Et puis une autre œuvre absolument cardinale qui est un peu plus postérieure, mais qui est pionnière à plein des égards, c'est l'œuvre d'Isao Takahata qui s'appelle Pompoko. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à le voir, parce qu'il n'y a pas un traité plus précis, plus fondé sur la relation de l'homme au vivant que ce film-là. Pourquoi? Parce que ce film ne fonctionne pas précisément sur une opposition. Il ne nous dit pas, il y a l'homme d'un côté, il y a la nature de l'autre, mais il nous montre qu'effectivement, les liens culturels, les liens anthropologiques, les liens scientifiques qui nous lient à l'animal fait que nous ne pouvons pas penser justement le vivant si nous ne considérons pas nous-mêmes comme faisant partie du vivant et comme étant du registre de l'animal. L'homme est un animal et ce qui l'éloigne, enfin ce qui le sépare des autres animaux est beaucoup moins important que ce qui le rapproche. Et donc, effectivement, Takahata, à travers le médium propre de l'animation, nous montre effectivement tout notre système, alors c'est un film vraiment anthropologique, de représentation, où les tanuki peuvent être les petits animaux, les petits chiens, peuvent être à la fois avoir une figure totalement réaliste, c'est l'image d'en bas, et puis prendre des formes très différentes en jouant sur le pouvoir métamorphique de l'animation, en questionnant nos systèmes de représentation, nos systèmes anthropomorphisés. En fait, ce que nous dit Takahata, c'est que malgré le fait qu'il soit pionnier dans la représentation, on va dire, la plus réaliste possible des animaux, c'est l'un des grands inventeurs du réalisme en animation, malgré ça, il a totalement intégré le fait de dire « je suis un homme, enfin un humain, et par ailleurs un homme en ce qui le concerne, et je ne pourrai jamais me départir de mon point de vue anthropomorphique, anthropocentré. Je peux effectivement essayer de tendre vers une compréhension à travers notamment la science de quelque chose qui échappe à tout ce qui formate idéologiquement notre positionnement, mais il y a un aveuglement à penser que je peux construire un récit comme si j'étais un lapin, comme si j'étais un tanuki. À la fois, il s'y approche le plus possible, et à la fois, il nous montre bien qu'effectivement, ça reste être un film d'humain, voilà, obligatoirement. Autre film important qui marque une étape, toujours dans ce registre du devenir apocalyptique, que vous le connaissez, c'est Wall-E. Moi, ce qui m'intéresse dans Wall-E, c'est que dans le cadre d'une production mainstream, c'est un film qui est inquiet et qui pose une inquiétude à la fois sur l'anthropomorphisme, sur l'apocalypse, mais aussi sur le fait que le désengagement du réel de la part des humains, voilà, qui vivent à travers des écrans et plus dans leur relation au réel, avec effectivement tout ce que ça veut dire, la représentation qui est faite des humains dans leur petit monde, avec effectivement tout ce qui les nourrit, tout ce qui les met en sécurité, est extrêmement, je la trouve extrêmement forte. Mais aussi, c'est un film qui pose l'hypothèse, d'une certaine manière, de la disparition de l'humain. C'est-à-dire qu'on nous montre finalement dans ce film que le personnage le plus humain, c'est un robot. Je vais vite. Et donc, ça pose la question du posthumanisme. On va aller très vite. Et puis, voilà, on a des alternatives qui commencent aussi à exister dans le registre du cinéma, notamment européen. Et pour moi, le film vraiment important à cet endroit-là, c'est La Tortue Rouge de Michael Dudok de Witt, que vous avez sans doute vu. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Un film créé en France et promu par le studio Ghibli, mais c'est vraiment un film, on va dire, franco-hollandais. Ce qui est intéressant dans La Tortue Rouge, c'est que c'est un film qui nous désamorce la question de l'efficacité du récit. On ne peut plus croire à des films
qui vont nous raconter qu'un enfant surhumain, surdoué, super-héros, va tout seul changer, sauver la planète. C'est pas comme ça que ça se passe, et tant qu'on pensera comme ça, on pensera exactement dans le sens inverse de ce à quoi il faut penser. Ce à quoi nous invite Michael Dudok de Witt, c'est justement, à travers le cinéma, et c'est très paradoxal, à faire un retour sur notre relation, à renouer avec la perception sensible, émotionnelle de la nature, du vivant. C'est un film contemplatif, c'est-à-dire que c'est un film qui prend le risque de l'ennui. Et c'est assez intéressant parce que certains considèrent que ce film est complètement vide, mais en fait ce film raconte l'essentiel, c'est-à-dire la vie d'un homme depuis sa naissance jusqu'à sa mort, avec les deux grandes affaires de la vie d'un homme, qui sont l'amour et la paternité lorsqu'on est un homme. Donc c'est un film qui est on ne peut plus plat, mais qui justement nous ramène à l'essentiel, c'est-à-dire nous dit arrêtons avec les distractions, on va dire disnéennes, pour revenir à l'essentiel. Et l'une des choses extrêmement importantes, quand je parle de contemplatif, on pourrait dire même méditatif, c'est qu'il nous amène aussi à l'intérieur même de l'espace du cinéma à regarder ce que l'on ne regarde plus, c'est-à-dire la lumière, les heures, le passage du temps, le passage de différents types de lumière, les nuages, les nuits, aucune nuit n'est la même. Dans les cinémas d'animation en général, toutes les nuits sont pareilles. Chez Michael Dudok de Witt, ce qu'il nous montre, c'est qu'aucune nuit n'est pareille. C'est-à-dire que la lumière change de jour comme de nuit, suivant les saisons, suivant les heures du jour et la nuit. Ce sont des choses essentielles si on tient encore à notre rapport à la réalité. Et c'est quand même dans la réalité que nous vivons. Je passe très très vite. Et puis, peut-être que je vais arrêter là parce que je dis trop de choses. Par rapport à ce que vous disiez sur donner à voir. Alors vous voyez, un premier exemple de donner à voir, c'est Michael Dudok de Witt, et puis un deuxième exemple qui est antérieur et qui est un film cardinal, qui est un film qui a énormément inspiré Miyazaki et Takahata notamment, c'est L'homme qui plantait des arbres. S'il y a un film à voir avec Pompoko, c'est celui-ci, et La Tortue Rouge, et plutôt les films de Miyazaki. Voilà. Frédéric Bach, c'est un moyen métrage, L'homme qui plantait les arbres d'après Giono. Ce qui est formidable dans ce film, c'est que Frédéric Bach utilise justement ce pouvoir de donner à voir de l'animation précisément dans cette dimension des phénomènes dynamiques, je crois, dont vous parliez. C'est-à-dire, le film est une invitation à voir pousser les arbres. L'expérience qu'on peut en faire, nous, dans la vie concrète, dans le réel, voir pousser un arbre, c'est un sacré exercice de méditation et de contemplation, parce que ça pousse extrêmement lentement, un film. Un arbre, pardon. Un film, c'est lent, un film d'animation, c'est lent, vous le savez, mais un arbre, c'est encore beaucoup plus lent. Voilà. Et effectivement, le fait de planter un arbre et de se rendre compte de l'efficacité, de la dimension performative du fait de planter un arbre, de ce que ça peut produire. À l'échelle de la vie humaine, c'est très difficilement sensible. Ça peut être sur des espèces qui poussent vite, mais un chêne, voilà, ça prend du temps. Par contre, effectivement, à l'échelle du vivant, c'est un acte fondamental. Donner à voir effectivement cette dimension-là est possible à travers le film d'animation, et c'est ce que fait Frédéric Bach, c'est-à-dire qu'il nous montre, grâce à la magie du cinéma d'animation, où on peut effectivement donner à voir des arbres qui poussent, se rendre compte de cet héroïsme du quotidien, de cet homme qui est comme vous et moi, mais qui, effectivement, fait ce geste à la fois simple et militant de planter des glands et de laisser faire le temps. Et effectivement, nous, on voit cette magie, et tout d'un coup, cette œuvre devient une œuvre, effectivement, une œuvre de propagande, dans le bon sens du terme, pour nous dire, mais plantons donc des arbres. Voilà. Et c'est l'écriture employée aussi. Pardon ? C'est l'écriture, le procédé graphique Tout à fait. utilisé dans ce film qui participe aussi à cette lecture pour nous, hein, de voir l'arbre pousser, c'est-à-dire qu'on le voit se dessiner en direct presque aussi comme il pousse, en fait, ce film. Et ça, l'image réelle ne peut pas le faire. Non, voilà. non. Enfin, non. elle peut le faire, mais dans d'autres conditions, qui sont celles justement du film scientifique, notamment les films de Jean Comandon, qui sont des films extraordinaires, où il a filmé dans les années 20, image par image, donc c'est un procédé d'animation des plantes. Il montre quelque chose qui est formidable, c'est-à-dire la façon dont les plantes poussent, mais pas que, la façon dont elles dansent. Et pour moi, c'est extraordinaire, parce que tout d'un coup, le fait de percevoir que les plantes sont vivantes, qu'elles peuvent avoir des émotions sans doute, probablement, en tout cas, la façon dont elles dansent, à travers la temporalité, les rapproche singulièrement des humains et nous les rend beaucoup plus sensibles. Je vais passer sur Flo.
un autre exemple, voilà, pour moi, un exemple très intéressant, je pense que vous l'avez tous vu, d'un film qui, alors lui, très contemporain, qui à la fois est dans ce sillage des films qui posent la possibilité de l'absence de l'humain. Même chose sur le robot sauvage, hein. Il n'y a plus d'humain. C'est un monde où l'humain n'est peut-être plus nécessaire. On radicalise ce propos-là, mais je pense que c'est une question importante à poser. La question aussi d'un récit qui se passe pour le coup de la parole, comme dans La Tortue Rouge, mais pour des raisons différentes. Et puis un film qui, à mon avis, pose aussi un point limite de la question du récit de cinéma non anthropomorphique, non anthropocentré. C'est-à-dire que pour moi, la limite de ce film, de cette expérience, dans son réalisme, c'est que ces animaux n'agissent pas tout à fait comme des animaux, parce qu'il y a quand même un récit à tenir, avec effectivement une forme d'épopée, etc. Et on le voit bien, ce sont des personnages qui ont des caractérisations qui là aussi sont mixtes entre l'humain et l'animal. Très bien. Alors, pour revenir effectivement, Suzanne, par rapport à la manière dont on peut donner à voir, effectivement, les données scientifiques, comment on peut inscrire effectivement oui, c'est le terme, donner à voir, hein, quels sont les procédés, hein, que toi tu peux mettre en place, utiliser pour transmettre ces données scientifiques. Alors, c'est vraiment très intéressant parce qu'il y a beaucoup de parallèles en fait avec, Oui. avec la cinématographie en général, c'est-à-dire qu'il y a un point de vue qui est adopté, on se place à un endroit, on dirige le regard et on va explorer une réalité à un endroit donné, dans une temporalité donnée, et on a des outils qui nous permettent de voir l'invisible. C'est-à-dire que les résultats que j'ai présentés en génétique, derrière, il y a des calculs sur ordinateur, etc., qui produisent des indices qui nous permettent de dire c'est proche, c'est pas proche, c'est parent, c'est pas parent. Et cette diversité, elle n'est pas par hasard, elle n'est pas le fait du hasard, elle est le fait d'interaction. Donc on parle de pression sélective par exemple, ça veut dire que il y a eu une rencontre entre un microbe et un rongeur, entre une population de microbes et une population de rongeurs, qui fait que les populations de microbes étant assez diversifiées, les rongeurs aussi, il y a un moment, certains microbes étaient vraiment trop dangereux pour les rongeurs. Ces rongeurs-là n'ont pas survécu ou ont moins bien survécu que leurs camarades. Et donc on se retrouve avec des pressions sélectives qui façonnent le vivant, qui sont en fait le fait d'interaction entre les êtres vivants et leur milieu, et donc avec des choses qui évoluent. Et l'humain, en tant qu'espèce qui vit dans un milieu qui est là beaucoup modifié, se retrouve aussi prise dans ces réseaux d'interaction, en crée de nouvelles, change parfois complètement la donne comme dans Pompoko, où on a une emprise finalement des habitations humaines sur de l'habitat des animaux, qui fait que on va dire la coexistence, une coexistence qui était pacifique, on va dire à un certain moment, à tel point pacifique qu'elle était rentrée dans la spiritualité des personnes japonaises qui ont cette concept, enfin, ce sentiment, ou qui avaient peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas vécu au Japon, mais cette spiritualité de continuum entre l'humain, les animaux et les ancêtres, donc quelque chose qui est, voilà, qui est cyclique, qui se nourrit les uns des autres, voilà, qui est perturbé, donc il y a une nouvelle pression sélective qui s'exerce. Donc on a un récit du conflit parfois, on a un récit de la perte, et on a un récit qui peut être aussi contemplatif, de dire c'est extraordinaire ce qui se passe. En étant un petit peu, en prenant du recul, en se disant mais à quel point ces forces qui sont en présence là sont puissantes et façonnent le monde. Donc il peut y avoir un sentiment d'émerveillement, même si le résultat est préoccupant parce qu'on ressent une certaine menace
sur l'évolution des choses et peut-être aussi un sentiment de deuil par rapport à la disparition de certains éléments. Mais en tout cas, il peut y avoir un sentiment d'admiration ou de révérence par rapport à la complexité du vivant et de l'histoire humaine avec le reste de la planète. Donc on est embarqué dans le même bateau. C'était à un certain moment dans mes cours, je finissais mon cours par une peluche qui était une peluche de l'Arche de Noé, où je disais ben, on est tous dans le même bateau. Et si c'est une peluche, c'est pas par hasard, c'est parce que aux petits-enfants, on donne actuellement des cadeaux qui sont des animaux en peluche. Voilà. Et ça, c'est... donc, ils prennent... J'ai trouvé ça très intéressant, c'est que petits-enfants, ils prennent connaissance du fait animal par l'intermédiaire de la peluche avant d'en avoir contact. Et quand ils rencontrent un animal sauvage, un vrai, souvent pour la plupart des enfants maintenant c'est dans les zoos, ils sont complètement anéantis d'admiration. En disant, mais même un insecte, une petite sauterelle dans une prairie, c'est quelque chose d'extraordinaire pour un petit enfant. Et pour nous aussi, je dirais, mais on l'a un petit peu perdu de vue. Donc ça, c'est le visuel. Il y a tout le contexte auditif, c'est-à-dire quand vous ouvrez votre fenêtre le matin, normalement, vous entendez des chants d'oiseaux. Alors peut-être que vous ne les entendez pas parce que vous ne les écoutez pas, parce que ça ne vous est pas familier, ça ne vous parle pas, parce que vous vous êtes jamais dit, tiens, il y a des oiseaux. Voilà. Donc ce bruit de fond-là, peut-être qu'il n'est pas présent pour vous, mais pourtant il est là. Voilà. Et toute cette nature sauvage, non domestiquée, est présente, on ne la voit pas. Comment est-ce qu'on la met en évidence? Les outils qu'on a, nous, c'est l'outil statistique, c'est-à-dire on va faire pareil, on va créer un récit à partir d'observations ponctuelles on va regrouper par un modèle statistique. Moi, j'appelle les statistiques mon macroscope. Il y a longtemps, j'utilisais un microscope. Maintenant, j'utilise un macroscope pour regarder, découvrir des motifs dans la réalité. Voilà, décrire la réalité avec ça. Mais on fait un pas en arrière, on essaye de regarder les choses. Quand on fait une carte ou une information géographique, on représente la réalité. Il y a beaucoup de gens, et la majorité des personnes sur cette planète, pour qui la carte aérienne ne représente rien. C'est-à-dire la majorité de nos concitoyens sur la planète voient la réalité au travers de leurs deux yeux et se déplacent. Et donc ils ont la mémoire de leur déplacement, les animaux aussi d'ailleurs. Les animaux, ils n'ont pas de carte routière, hein. Ils n'ont pas Google Maps, enfin, voilà. Donc c'est cette perception-là, notre cerveau, il est fait pour retenir cette perception-là, les cheminements. Et voilà, donc tout ça, on essaye de l'intégrer pour décrire cette réalité-là et voir ce qu'on ne voit pas dans l'immédiat. Voilà. Donc, par rapport à ces problématiques que l'on a posées, est-ce qu'il y a des stratégies narratives privilégiées dans le film d'animation pour les poser, pour raconter en fait ces thèmes qui peuvent être complexes ou anxiogènes par rapport aux défis environnementaux, l'optimisme, la poésie, en fait, est-ce qu'il y a donc des stratégies de récits dans l'animation qui émergent plus que d'autres C'est une question complexe et c'est pour moi une question qui nous regarde tous aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui qu'on doit inventer ces nouvelles façons ces nouvelles stratégies ou ces nouvelles façons d'écrire des récits. Et c'est pas faire plaisir à ma voisine, mais c'est une réalité. Je pense que le rapport à la science, aux sciences, est extrêmement essentiel là-dessus. Parce qu'il y a un véritable enjeu, que je disais tout à l'heure, de faire en sorte que le cinéma d'animation soit en prise avec le réel. Quand je dis ça, ça n'exclut pas ni la comédie, ni le burlesque, ni toutes les formes que l'on voudra.
mais c'est plutôt dans une dimension éthique, c'est-à-dire de se référer à quelque chose qui a à voir avec la réalité dans laquelle nous vivons et qui ne prend pas comme argent comptant des représentations déjà existantes et qui se fourvoient et nous fourvoient. Donc il y a d'abord un travail on va dire, de désapprentissage à faire, c'est-à-dire de sortir des codes, de sortir des habitudes, de sortir de recettes, sortir notamment les recettes classiques du récit en 3 actes enfin, qu'on connaît tous, qui a son efficacité, mais qui qui pose par exemple l'individu dans une situation où il doit aller au conflit. Voilà. Ne serait-ce que cette question du conflit comme moteur du récit est une question aujourd'hui qui doit être interrogée et auquel effectivement des alternatives doivent être trouvées si on veut éviter de continuer à écrire l'histoire du monde elle-même dans la dimension et sous le signe du conflit. Il y a sur la question qui nous regarde, il y a un premier aspect qui est extrêmement important. Je reviens sur la peluche, parce que je crois que vous nommez quelque chose de vraiment important. C'est précisément notre relation aux autres vivants, et notamment à l'animal et à l'animalité. Pourquoi? Parce que le cinéma d'animation, il est plein d'animaux, mais vraiment plein, et c'est presque le lieu de la culture populaire où il y a le plus d'animaux. Voilà. Ce n'est pas un hasard si des animaux sont présents, c'est-à-dire qu'on y a projeté beaucoup de l'humain, et c'est aujourd'hui non pas quelque chose à prendre de façon gratuite et qui ne porte pas de sens et pas de valeur, mais la façon dont, par exemple, Disney représente les animaux, suivant les époques, suivant les animaux, a à voir avec la façon dont nous représentons l'humain et dont nous percevons la réalité des animaux. Je prends un exemple qui est très simple. Chez Disney, il y a des bons, il y a des méchants. Il y a des bons animaux, il y a des méchants animaux. Alors ça commence à bouger un peu, mais difficilement. Ce critère, on va dire, c'est pour ça que je parle de sentimentalisme, il n'existe pas dans la nature. Pourquoi un loup serait plus méchant qu'un lapin? Il n'y a pas de raison. Moi, j'ai vécu avec un lapin, le lapin de ma fille. Je peux vous dire que c'est un animal redoutable quand vous mettez entre lui et le frigidaire où il y a ses carottes. C'est pareil, c'est un prédateur. Il peut être un prédateur, même si ce n'est pas un carnivore. Bon, c'est une petite plaisanterie, mais qui va beaucoup plus loin. Évidemment, il n'y a pas d'animaux mauvais ni nuisibles et d'autres qui ne le seraient pas. Donc tout ça imprègne notre imaginaire et c'est vraiment important de sortir de ça. Alors là, je fais une mise en parallèle enfin, qui m'amuse entre effectivement on va dire, des fétiches ou des totems de l'animal anthropomorphique qui est le coyote de Bip Bip qui dit stop au nom de l'humanité. Donc on voit bien de quoi on parle. Hein. Ce coyote est terriblement humain et c'est pour ça qu'il nous fait rire et qu'il nous émeut. Et puis de l'autre côté, on a une image du film que j'adore de Claude Barras qui s'appelle Sauvage, qui est un film en stop motion que j'imagine vous avez vu, qui, lui, opère finalement un retournement en effectivement plaçant les humains dans une situation de faire corps avec la forêt et de faire corps avec les animaux. Et vous voyez finalement ce que dit la pancarte est vraiment un renversement total de perspective, on pourrait dire de paradigme. Voilà. Ça, c'est une invitation extrêmement importante à changer complètement ce regard-là. Peut-être passer à l'image suivante. Et puis là, c'est on va dire un petit échantillon de propositions ou de films contemporains qui nous permettent de pointer d'autres façons de concevoir le récit ou les récits. Celui d'en haut, c'est Charlie Belin, Drôle d'oiseau. C'est un film à 26 minutes pour un public familial qui raconte l'histoire d'une petite fille sur les bords de la Loire, dans la région Pays de la Loire, et qui vit une aventure comme on en vit tous. C'est une aventure ordinaire d'avoir à rendre un livre de classe à une personne qui se trouve sur une île. C'est une jeune fille ordinaire et c'est une aventure ordinaire. Et cette jeune fille, lorsqu'on lui demande en classe, cette adolescente, c'est quoi l'aventure pour toi, la grande aventure pour toi? Et elle parle de la migration des oiseaux. Voilà, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant, accouplé au fait que ce film est une forme de conservatoire
des oiseaux qui disparaissent, puisque effectivement le travail de Charlie Belin a été de travailler avec l'ONPL pour découvrir les oiseaux qu'elle ne connaissait pas, les représenter, connaître au plus près leur mode de vie, les représenter à l'écran pour dire, voilà, on a besoin de donner à voir, y compris de donner une représentation riche du vivant aux enfants, pour les enrichir et non pas les appauvrir, pour pas les voler, mais au contraire leur dire, voilà, ça c'est un pivert, ça c'est un jet, ça c'est ceci et cela. Donc cette notion de conservatoire au sens de transmission, d'accès au savoir dont vous parliez tout à l'heure, me semble être quelque chose d'important dans ce film-là. Le film suivant, c'est un film que j'ai découvert grâce à Sandra ici présente, donc je la remercie. Et puis je citerai l'étude que tu as écrite avec Marie-Julie, qui se porte sur le court-métrage contemporain et sur sa représentation du vivant, qui moi, m'a appris beaucoup de choses. Cette image, elle me semble intéressante parce que l'une des choses que j'ai retenues de cette étude, de ce regard que vous portez sur ces courts-métrages, il y a deux choses. Il y a d'une part, enfin il y a plein de choses dans cette étude, mais il y en a deux qui m'intéressent particulièrement, qui sont d'une part rendre sensible, et là ça se voit extrêmement dans cette image, le fait que nous faisons corps avec la réalité, nous faisons corps avec la planète, nous faisons corps avec les éléments. Et le cinéma d'animation peut le rendre totalement sensible. Cette image du fait que le corps, précisément, se lie à la mer et à l'horizon et aux éléments, est pour moi une façon extrêmement poétique, mais de visualiser quelque chose qui est effectivement extrêmement importante, qui n'est pas juste de la pétition de principe, mais le fait que c'est sensible. Nous faisons corps avec les éléments qui nous entourent, et c'est dans cette sensibilité de notre corps que nous pensons, que nous agissons et que nous sommes humains. Nous n'existons pas à l'intérieur des écrans, nous existons en relation concrète avec ces éléments-là. Et puis l'autre chose, c'est effectivement l'entrelacement des différents thèmes. L'écologie dans le court-métrage contemporain, et je trouve que c'est très juste de le pointer. Et c'est pas que dans le court-métrage, c'est aussi dans le long-métrage, s'entrelace avec d'autres thématiques, notamment l'un des thèmes qui est souvent tissé avec la préoccupation écologique, c'est la question, le thème du féminisme. Et évidemment, on comprend pourquoi, parce que le travail qui est fait aujourd'hui, que la société est amenée à faire, heureusement et enfin, dans une nouvelle étape sur la question du féminisme, nous oblige là aussi à revoir les récits dont nous sommes les héritiers, et souvent pour les mêmes questions. On le sait bien, hein, voilà, on va dire sans être dans la caricature, et moi je ne vais pas endosser un discours que je ne peux pas tenir, vu mon âge et vu mon sexe, mon genre, mais malgré tout je le comprends tout à fait que lorsqu'on parle effectivement de développement industriel, de développement économique, de système patriarcal, ça regroupe à la fois des préoccupations qui sont de l'ordre de l'écologie, mais aussi du féminisme, et en tout cas les films d'animation nous le montrent beaucoup. C'est le cas notamment d'un film aujourd'hui en préparation, qui est un film de Lucrèce Andréae, qui est un long métrage qui s'appelle Bergeronnette, que je vous invite à voir lorsqu'il sera fait, parce qu'il n'est pas terminé. Il s'annonce vraiment extrêmement intéressant, hein, sur effectivement, voilà, ce rapport, cet entrelacement des deux thèmes. Et puis je termine la dernière image qui est en bas, qui me semble être aussi une autre façon de parler de se donner à voir, qui est un petit peu dans cette généalogie pour moi des films scientifiques de Jean Comandon, qui est un film aussi, qui est terminé pour le coup, de Momoko Seto, un long métrage qui s'appelle Planète, qui est présente cette semaine à Cannes, en sélection à Cannes, et qui... Momoko Seto est au départ une réalisatrice qui est attachée au CNRS et qui réalise ses premiers films dans une optique véritablement scientifique, et qui fait maintenant aussi œuvre de fiction, et qui utilise plein de procédés, dont ce procédé, on va dire, de pixelation ou de time-lapse, qui permet effectivement de rendre visible, de donner à voir l'épopée que peuvent vivre les espèces, notamment vivantes, notamment dans leur
conflictualité possible. Et là, ça recoupe exactement ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on se rend compte effectivement voilà, de la conquête que représente une moisissure dans un environnement particulier. Ça prend des dimensions totalement épiques. Et pour moi, ça réfère complètement à ce que vous dites, c'est-à-dire notre capacité d'émerveillement, y compris sur des processus qui peuvent sembler être relevés de la destruction, mais qui effectivement, par-delà cela, relève du vivant à l'œuvre. Et puis je terminerai par un autre film à voir. Vous voyez, je vous donne plein de rendez-vous, notamment un certain nombre de ces films vont sortir, et puis sinon on va les reprendre, j'espère, à Extra Animation, le festival qu'on organise notamment en collaboration avec l'ESMA et l'école Pivot en fin d'année. Ça, c'est un film, là aussi, terminé, qui a été présenté à Cannes, d'Hugo Bienvenu, qui s'appelle Arco, qui est un film super intéressant. C'est la dernière chose que je voulais introduire sur la question du récit, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur le récit apocalyptique. Est-il possible, est-il nécessaire, est-il souhaitable et dans quelle modalité de construire des récits qui ne soient pas que apocalyptiques, c'est-à-dire de se projeter dans des imaginaires qui relèvent d'autre chose que de la collapsologie, même si la collapsologie est une façon de sonner l'alerte, et que sonner l'alerte peut relever, pour une part, d'une œuvre utile. Après, il faut se méfier aussi sur le fait de dire qu'à force de présenter l'avenir comme inéluctablement noir, moi j'ai toujours tendance à penser que la réalité aime bien, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, se conformer à l'imaginaire. Donc il est aussi important de produire des imaginaires qui soient positifs. Le film Arco, il est super intéressant de ce point de vue-là. On est dans un film science-fiction, c'est Hugo Bienvenu, c'est vraiment l'un des jeunes talents éblouissants de la bande dessinée de la science-fiction française. Je ne vous raconte pas le film, mais c'est un film qui se passe dans le futur, mais il y a deux futurs. Voilà. Il y a un futur qui est notre futur, qui est de l'ordre de la prospective possible, c'est-à-dire un monde qui ressemble au nôtre, où il y a un peu plus d'intelligence artificielle, de robots et un peu moins d'humanité. Et puis un monde d'après. Un monde d'après qui est un monde où la Terre est en jachère parce qu'il faut prendre soin de la Terre. Il y a de la haute technologie, cette haute technologie qui n'est pas antithétique avec la dimension de progrès humain, elle permet à l'homme de vivre dans une intelligence avec le vivant et dont il fait partie, et de trouver de retrouver des rythmes lui-même, de consonner avec des rythmes qui sont des rythmes organiques. Donc ce film est intéressant parce que on va dire qu'il y a un premier pas qui est cet inéluctable, qui est que a priori dans 10 ans on risque de pas pouvoir sauver la situation, soyons clairs, mais que nous avons toute chance d'y arriver pour un peu plus tard, et qu'il ne faut pas démissionner. Voilà. Oui, voilà, la revue Bling Blang, le deuxième numéro, je crois, posait la question de est-ce que le dessin animé, le film d'animation, peut sauver la Terre, peut sauver la planète. Comment on peut concrètement prendre conscience en fait de ces enjeux avec le film d'animation, le dessin animé, comment il s'y prend en fait sans que ce soit forcément anxiogène, mais comment on peut mettre ça en place, cette prise de conscience. Voilà. Donc je voulais faire un lien avec la revue Bling Blang. Vous incitez à la lire. Il y a 2 numéros, effectivement, qui sont centraux par rapport à la question qu'on évoque aujourd'hui. C'est le numéro 2, bientôt épuisé, donc sur la question le cinéma d'animation peut-il sauver la planète? Et puis l'autre numéro, c'est sur l'animal, où effectivement on parcourt ce changement de paradigme qui en fait est à l'œuvre. On a vraiment 3 époques dans l'histoire du cinéma d'animation. Une première représentation qui suit d'ailleurs, je pense, l'évolution de la représentation de l'animal. Une première période qui est une forme d'animal lié à l'homme, dans lequel l'homme se représente. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, cette spiritualité qui passe de l'un à l'autre. Après, le règne de l'animal-machine. L'homme s'étant vu lui-même comme une machine, il a projeté dans l'animal le fait qu'il était une machine. Et ce dont on sort aujourd'hui, c'est effectivement l'homme, non plus l'animal-homme, mais l'homme-animal, c'est-à-dire l'homme qui renoue avec l'animalité en lui.
Peut-être juste avant de parler des interactions, je voudrais juste vous témoigner de mon expérience. Donc, je vous disais, je suis enseignante et chercheuse, mais pendant 7 ans, entre 2000 et 2007, j'étais chargée de mission en fait au ministère de l'écologie. Donc, le ministère de l'écologie a un service en région, comme tous les ministères, et ce service en région est porteur des politiques publiques et donc va aller œuvrer avec les différents acteurs locaux pour mettre en place ces politiques publiques. Alors, bon, c'est un peu un gros mot, mais l'idée, c'est que s'il y a des interdictions dans la loi, il faut les faire respecter. S'il y a des subventions, des financements, des encouragements, de changer de pratique, par exemple, qui sont proposés par le législateur qui est, in fine, va déléguer l'argent de nos impôts à un certain nombre de missions. Voilà, donc il y a des gens dans les services d'administration qui font un peu voilà, le travail de terrain avec les acteurs de terrain pour que ces choses-là se mettent en place et soient réelles. Donc voilà, ça a été mon travail pendant quelques années. Donc l'intitulé, c'était agriculture et biodiversité. Donc c'était sur les espaces agricoles dans la région Pays de la Loire, qui est une région où il y a beaucoup d'espaces à forts enjeux environnementaux qui sont exploités ou en tout cas entretenus par l'agriculture. Voilà. Donc on a un enjeu d'activité humaine dans un environnement qui a des très forts enjeux de conservation pour pas mal de raisons, pour la question de la qualité de l'eau, pour la question de la conservation des sols, donc la fertilité des sols agricoles, pour la question de la conservation des espèces d'oiseaux. Et là, typiquement, les bords de Loire étant un espace extrêmement riche, sont classés et protégés pour ce but-là. C'est un des plus grands couloirs de migration aussi. Donc des animaux qui passent par ici, des toutes petites bêtes, qui vont faire des milliers de kilomètres pour aller dans leur quartier d'hiver et leur quartier d'été, etc. Voilà. Donc tout ça est une espèce de grouillamini dont on perçoit à peine quand on passe en train le long de la Loire, mais qui est en fait un paysage naturel, alors qui n'est pas vraiment naturel, c'est un paysage culturel, et il est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. D'accord ? Donc la vallée de la Loire. Et ce qui m'a beaucoup marqué dans cette expérience-là, c'est que la mise en place de cette intention politique qui était de produire un développement économique durable sur les territoires, il se faisait en concertation avec les acteurs. Et ces acteurs-là, ils n'étaient pas tous d'accord. Ils avaient tous des visions du monde assez différentes. Voilà. Donc ce n'était pas du tout bisounours. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas de conflit. Je disais qu'il y a eu une forme de négociation qui a été mise en place, et à la table de négociation étaient conviés, par l'intermédiaire des associations de protection de l'environnement et aussi des services de l'État qui ont des responsabilités vis-à-vis de la conservation des espèces. On s'est engagé au niveau international à protéger un certain nombre d'espèces, donc il faut que ça soit fait. Et donc voilà, il y avait des acteurs autour de la table qui représentaient les petites fleurs et les petits oiseaux. Certains acteurs trouvaient ça quand même un peu exagéré, parce qu'il y a des espèces qui sont considérées comme des nuisibles. Voilà. Et ce terme nuisible n'existe plus dans la loi. Il a été modifié. Il s'appelle maintenant des espèces. Alors, j'énonce le terme parce que c'est important. C'est espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Et donc, on est susceptible d'occasionner des dégâts. Donc, on est passé d'une attitude qui considérait à classer les espèces en utiles à l'homme, pas utiles à l'homme, et alors ça date des années 20, à une notion de gestion des risques. Et on veut diminuer les risques. Il y a plein de façons de faire, autre que de détruire certaines espèces. Il y a des espèces qu'on continue à détruire, parce que vraiment, il n'y a pas d'autre moyen. Mais, en tout cas, l'action sur le terrain, qui est l'action écologique qui vise à avoir une société plus durable sur le terrain au bénéfice de tout le monde, cette action-là, elle se passe dans la négociation. Et donc, il y a un dialogue qui doit se mettre en place, de dire de quoi ont besoin les différents acteurs sur le territoire,
y compris la faune sauvage ou les plantes sauvages. Et, euh, et à la question comment on fait, il y a plusieurs réponses. Donc on est dans la création, dans la réflexion, dans l'exploration de pistes. Je reviens à la question de ce qu'on fait, nous, comme scientifiques, et les artistes que vous êtes, qu'est-ce qu'on fait dans ce cadre-là? On produit un regard sur le réel qu'on va essayer de mettre à la disposition des acteurs. On va produire aussi des scénarios possibles avec des probabilités de réussite, c'est-à-dire on va essayer d'informer le mieux possible sur des futurs possibles. Donc, créer de l'imagination. Donc, le travail de recherche lui-même, aussi bien que le travail de création, il est dans la génération d'idées nouvelles par des regards qui sont croisés. Voilà. Si on veut voir en 3D, il faut avoir au moins deux regards. C'est pas à vous que je vais le... Voilà. Donc, cette démarche-là, elle exige des scientifiques une intégrité qui est de dire d'où est-ce que je parle. C'est pour ça que j'ai apprécié que vous disiez ça. C'est j'essaye de me placer au meilleur endroit possible pour vous parler de la réalité qui vous concerne et j'essaye de vous expliquer le mieux possible ce que j'ai observé. Voilà. Et ce qu'on peut projeter, de quelle façon on peut projeter les futurs possibles. Voilà. Si on... Voilà, il y a 98% de chances que là, vous vous plantiez si vous faites ça, on va vous le dire. Voilà. Parce que raisonnablement, on sait que ça ne va pas marcher. Et ce n'est pas la peine de perdre du temps. Voilà. Et cette dynamique de travail, en fait, d'échange, on l'a mis en place lors d'un partenariat où on a, c'est un sujet que vous connaissez, hein, le sujet de la bestiole, un type insecte. Et on a travaillé ensemble avec nos étudiants respectifs. Le sujet, c'est créer une bestiole type insecte. Et il fallait que cette bestiole soit crédible. Donc on a posé effectivement aussi une lecture scientifique de c'est quoi un insecte, comment il est constitué, où est-ce qu'il vit, enfin, les caractéristiques que l'on va retrouver chez un insecte. Et face aux changements environnementaux que nous a présenté Suzanne et ses étudiants, les étudiants créa de l'ESMA ont mis en place des solutions pour construire un insecte crédible qui se serait adapté effectivement à ces bouleversements globaux. Voilà. Donc le travail collaboratif en fait entre scientifiques et créateurs, artistes, là trouvait en fait sa dynamique. Et puis surtout, on s'est rendu compte que scientifiques ou artistes, on pouvait avoir des outils communs finalement. Et il y a une porosité finalement dans les questionnements. On est chacun dans nos disciplines, mais finalement, ça se rencontre et ça enrichit à la fois les questionnements des scientifiques, mais aussi la créativité des étudiants qui vont mettre en place leur réalisation. Je voudrais juste ajouter à ce propos-là, et ça rebondit aussi sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que moi, ce qui m'a beaucoup frappé, ça a été la qualité de l'observation, donc de la vôtre et celle de nos étudiants aussi. C'est-à-dire que je pense que le plus important, c'est de s'affranchir de tout son bagage. Et c'est là où d'être jeune, de débuter dans un domaine, c'est vraiment un atout. C'est de dire j'arrive avec un œil neuf et j'ose espérer qu'à nos âges, on garde encore cette capacité d'avoir un regard neuf sur une réalité, de se dire qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je ne vois pas et qu'est-ce que ça veut dire. Voilà. Et d'expérimenter en disant bah, peut-être que c'est ça, alors je vais explorer un petit peu de ce côté-là ou de ce côté-là pour essayer de mieux comprendre. Voilà. Oui, bien sûr. Dans ce que vous dites sur le regard, l'œil neuf et le regard et l'observation du réel me parle beaucoup et me fait penser à une dimension. Me faire revenir à cette question d'éthique dont je parlais tout à l'heure sur le cinéma d'animation. Pour moi, et ça a à voir véritablement avec le sujet dans lequel on est,
l'animation aujourd'hui a un atout essentiel par rapport à l'image réelle. Et tous les jours, elle gagne un peu plus de crédibilité, qui est précisément de signer qu'elle est une représentation, qu'elle est un regard. C'est d'autant plus vrai lorsque que nous sommes aujourd'hui dans une situation, enfin dans un monde où la production d'images réelles, photoréalistes, notamment l'intelligence artificielle ne fait que développer cette dimension-là, crée un mode de confusion totale entre ce qui relève du réel et ce qui relève du non réel, c'est-à-dire de la fiction. Donc, en gros, aujourd'hui, ça devient très compliqué. Enfin, vous êtes des experts, c'est différent, mais pour le grand public, de faire la différence entre une image réelle, dite réelle, c'est-à-dire une photographie ou une vidéo tournée dans la réalité avec une image qui serait entièrement produite artificiellement, ça devient aujourd'hui quasiment impossible pour on va dire, du grand public. Donc, du coup, on va dire la crédibilité de ces images devient véritablement problématique. À quelle image puis-je me fier? Qu'est-ce qui témoigne véritablement du réel à partir du moment où je peux tout rendre réel, d'une certaine manière, ou proche du réel? L'animation a cette grande vertu de signer ce qu'elle est, c'est-à-dire une représentation. Lorsque vous voyez un dessin animé, lorsque vous voyez une animation en 3D, lorsque vous voyez un film en stop motion, vous savez que vous êtes devant une représentation, c'est-à-dire ce qu'on a là. C'est-à-dire non pas le réel, mais une représentation, c'est-à-dire un point de vue qui signe, qui signe par sa réalité elle-même l'endroit où on regarde et le fait qu'on propose une interprétation, une approche, mais qui peut être la plus réaliste ou la plus scientifique possible, mais qui reste de l'ordre de la représentation. Et moi, je suis frappé par le fait, alors je ne suis pas du tout dans le domaine scientifique, mais qu'on continue à utiliser à plein d'endroits le dessin plutôt que la photographie, y compris pour rendre compte d'une réalité du vivant, que ce soit la botanique, que ce soit les espèces, comme si le dessin était capable de nommer les choses d'une façon différente, peut-être plus juste, si je n'ose pas dire plus vraie ou plus précise, mais plus juste en tout cas que simplement l'enregistrement de ce qu'on nous représente. Donc de ce point de vue-là, je pense que l'animation a un atout essentiel, et qui, à mon avis, fait partie aussi de l'attirance que le public a de plus en plus pour elle. Lorsque vous êtes devant un film de Miyazaki, vous savez que vous partagez un regard, une vision de Miyazaki sur une réalité qui est à la fois son expérience personnelle, son regard sur le monde, quelque chose qui donne en partage, mais vous êtes dans le domaine de la pensée, de la réflexion. Vous n'êtes pas dans le domaine de la sidération par l'image en vous disant, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, c'est comme ça que je le pense. C'est la pensée en mouvement. Je pense que c'est une belle conclusion sur cette table ronde. Et on va prendre des questions, mais avant ça, les remercier vraiment pour cette intervention. Avez-vous des questions? Ou intervention. Ou intervention, ou réflexion, ou avis à donner, ou... Oui? Attendez, on va vous donner le son. Avec par exemple la Tortue Rouge, on a ce récit du coup qui est moins sur des modèles qu'on retrouve beaucoup dans le cinéma américain, etc. Est-ce que vous voyez un futur où il y aurait plus de films au grand écran qui seraient un peu plus novateurs dans ces histoires? Et est-ce que ils en perdraient du coup une part de leur public si on perd ce truc qui va vers le conflit, quoi? Oui. Pardon, c'est un petit peu très clair. Oui, non, c'est une question intéressante. Je n'ai pas tout entendu parce que je suis un peu loin, mais vous parliez de la Tortue Rouge notamment? Oui. Oui. Alors, la Tortue Rouge est un exemple très intéressant parce qu'il y a du conflit dans la Tortue Rouge. Et effectivement, quand vous regardez alors ça a beau être un film très contemplatif, très méditatif, et qui peut sembler à la limite, j'aime bien parler à la limite de l'ennui parce que c'est une expérience pour moi, ça fait partie de l'expérience du film. C'est-à-dire,
enfin, vive l'ennui. On est dans un monde où on est tellement dans une saturation de stimulation, une saturation cognitive qu'on perd une partie de notre capacité à penser et à créer parce qu'on ne sollicite pas suffisamment notre ennui. Voilà, quand on est enfant et qu'on s'ennuie, on s'ennuie. Mais alors, qu'est-ce qu'on crée? Qu'est-ce qu'on réfléchit? Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on alimente son imaginaire? Bref, toujours pour dire, quand vous regardez la structure narrative de La Tortue Rouge, et c'est très intéressant, en fait, il est construit sur le système des 3 actes dont je parlais tout à l'heure, avec la résolution du conflit, le dépassement de soi, etc. Sauf que, donc, parce que Michael Dudok de Witt est un réalisateur qui a alors à la fois une hyper conscience écologique et qui l'amène vraiment du côté de la spiritualité dont on parlait tout à l'heure, mais qui a aussi pour but de s'adresser au plus grand nombre. C'est quelqu'un qui a été formé à la publicité et chacun de ses courts-métrages a une valeur d'universalité. Il a eu un Oscar ou 2 Oscars, je ne sais plus. Voilà, donc c'est pas du tout quelqu'un qui se campe dans une forme d'autorisme en se disant on me comprend pas, peu importe. Son sujet, c'est vraiment d'être compris de tout le monde, y compris il n'a pas peur du cliché. Et c'est un terme qu'il emploie. Il dit parce qu'on lui a dit, voilà, parfois on dit il y a un côté un peu clicheteux dans La Tortue Rouge, ils sont beaux tous les deux, il y a à un moment donné un beau coup de coucher de soleil sur la plage, etc. Et alors il cite 2 choses. Il cite Hitchcock en disant il mieux vaut partir d'un cliché que d'y arriver, d'une certaine manière. Et d'autre part, une autre chose qui est intéressante, c'est de dire un coucher de soleil sur la plage, c'est un cliché, d'accord? Mais c'est beau. Ça fait partie aussi des universels. Voilà. Et tout le film travaille sur cette question-là, c'est-à-dire sur le fait d'avoir, on va dire, des motifs universels qui font que le film ne s'adresse pas à un public, enfin, il souhaite qu'il ne s'adresse pas à un public très restreint, il vise un grand public, tout en faisant effectivement une œuvre totalement dissidente par rapport au mainstream, par rapport aux enjeux du récit. Parce qu'il y a le conflit, mais le conflit, c'est le conflit. On comprend, alors il faut le voir plusieurs fois sans doute, ça dépend enfin, quand je dis il faut le voir plusieurs fois, ça dépend des personnes. Oui, il m'a fallu plusieurs fois pour comprendre ça, que en fait le véritable conflit, c'est le conflit de l'homme par rapport à lui-même, c'est-à-dire cette difficulté, cette résistance qu'il a à s'ouvrir en fait à la réalité du monde et à la vie et à l'amour. Mais alors après, voilà, pour moi c'est des expériences extrêmement encourageantes. Alors, ceci dit, si on parle de chiffres, La Tortue Rouge fait beaucoup moins d'entrées que Le Robot Sauvage, soyons clairs. Voilà. Après, il n'y a pas que La Tortue Rouge. Il y a aussi d'autres films qui font d'autres expériences en termes de récit, notamment, je pense au film de Tom Moore, Le Peuple Loup, Le Chant de la Mer, etc., qui, eux, travaillent un récit, on va dire, plus efficace, d'une certaine manière, mais qui... ce sont des formes de récits qui ont à voir avec les mythologies anciennes, c'est-à-dire qui renouent d'une certaine manière ou qui réinvestissent, on va dire, ce lien mythologique et spirituel à la nature dont on parlait tout à l'heure. Donc Miyazaki, d'une certaine manière, c'est pareil, mais c'est plus compliqué chez Miyazaki. Donc non, moi je pense qu'on peut être, pour aller vite, on peut être efficace, c'est-à-dire on peut pouvoir s'adresser et toucher beaucoup de spectateurs, et Flo en est une expérience, quand même. Flo, film fauché, sur lequel, enfin Fauché, il y a très peu de budget, hein, c'est un film de 2,5 millions d'euros, c'était rien du tout. Film sans parole, film fait par un Estonien inconnu. C'est un film qui va non seulement qui va jusqu'aux Oscars, mais qui gagne un Oscar, pour un film européen gagne un Oscar, qui gagne le Grammy Award, qui gagne le César, etc. Avec avec une narration sans parole, avec pas d'humain. Donc on peut, c'est des comment dire, des signes très encourageants sur le fait de dire on peut faire œuvre et on doit, moi je le crois, faire œuvre d'originalité et d'innovation, et c'est possible parce que les publics cherchent aussi autre chose que ça. Et qu'est-ce qui explique ce succès, là, à ton avis? Là, Pardon? pour Flo, qu'est-ce qui explique ce succès? C'est Pour Flo. étonnant, ce succès. Excuse-moi, je t'entends pas. Je dis, c'est étonnant, ce succès de Flo. Qu'est-ce qui Oui, explique, à ton avis, ce succès? Le fait d'attendre autre chose, mais... un succès c'est toujours difficile, on est toujours plus malin après Ah oui. pour faire le diagnostic en disant c'était normal que ce film marche. Mais en fait, un succès, enfin moi je suis très modeste là-dessus, mais c'est souvent en fait la rencontre entre une proposition et un moment particulier. C'est-à-dire que Flo
peut-être que s'il était sorti 3 ans avant, il n'aurait pas marché. Et peut-être que 3 ans plus tard, il n'aurait pas marché non plus. Les succès comme ça inattendus, c'est-à-dire ceux qui ne reproduisent pas des recettes, pour dire la même chose de Kirikou, en dehors des qualités intrinsèques au film, ce sont des films qui, à un moment, disent ou rencontrent ce que le public a envie d'entendre. Alors, Flo, je ne saurais pas dire Kirikou, je suis plus malin parce qu'avec le temps, on analyse les choses. Et puis, parce que j'ai vécu les choses en direct, parce que Kirikou, c'était un peu la même chose. C'est un petit film français avec un enfant nu. Enfin, on a tout fait à l'époque pour dire que ce film ne marcherait pas, y compris le fait enfin, un film qui se passe en Afrique. Voilà. Un film avec un enfant qui s'enfante lui-même et qui est nu. Enfin, il y avait plein de barrages à ce film, plein de choses qui pouvaient penser que ce film étant transgressif par rapport aux normes et aux codes, il ne marcherait pas. Moi, ce que j'ai remarqué, parce que j'étais là à ce moment-là, j'ai organisé par hasard la première séance publique de Kirikou. Donc, c'était en 98. Personne ne connaissait Michel Oslo, vraiment personne. Il n'y avait rien qui annonçait le film. Il n'y avait pas une affiche, il n'y avait rien, il n'y avait aucun pitch, rien du tout. Voilà. Et ma programmation à moi, elle commençait, donc je n'avais pas du tout un public régulier. On a fait 2 séances à la suite, tellement il y avait de monde. C'est-à-dire qu'on a vendu le film sur 5 lignes, et pas son nom du réalisateur. C'est-à-dire que dans le pitch, dans on va dire ce synopsis en 3, il y avait une adresse au public qui était ce que le public, à ce moment-là, attendait. Voilà. Et moi, je pense que Flo, c'est sans doute un petit peu la même chose. C'est-à-dire, effectivement, et bon, je suis sans doute moins aiguisé là-dessus, mais je pense que, notamment cette question, on va dire, du monde, enfin, de poser la question de la narration sans l'humain, me semble, dans une forme aussi de récit qui est conduit par le visuel, qui est très lié au jeu vidéo pour moi, dans sa façon d'explorer un monde, dans sa façon de raconter. C'est une écriture qui est beaucoup plus visuelle que littéraire, rencontre sans doute un type de récit qui aujourd'hui nous intéresse. Est-ce que ça m'interpelle parce que je me demande si, j'ai pas vu le film, mais je me demande si on n'est pas en ce moment, en tant que société, en train de s'interroger sur notre animalité et sur notre... Enfin, c'est encore un gros mot, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de gens que ça choque de parler de notre animalité, parce que c'est quelque chose qu'on a voulu évacuer, la violence, voilà. Et je pense qu'il y a une espèce de saturation de notre surcouche virtuelle là, qui est en train de nous tomber dessus, où on essaye de revenir je ne vais pas dire à l'essentiel, mais en tout cas à quelque chose qui est vrai et qui nous parle mieux que tout ce brouhaha autour de nous. Et il me semble qu'il y a de ça. Il me semble qu'il y a de ça. Je ne sais pas, c'est peut-être plus à vous de nous dire d'ailleurs, parce que c'est Oui. notre génération qui... En tout cas, Oui. le rapprochement qu'on peut faire entre Flo et la tortue rouge qu'on évoquait tout à l'heure, c'est l'absence de parole. Ouais. Et ça a sans doute à voir avec ce que vous dites, c'est-à-dire un moment où on a besoin de couper un peu le son. Ouais. Voilà, pour s'écouter, peut-être. Ouais. Et bien encore une fois, merci beaucoup. Comme je voulais l'expliquer tout à l'heure, hein, donc vous aurez à la suite des ressources sur les différentes tables rondes, donc des articles qui permettront de remettre en valeur et en lien tout ce qui s'est dit sur les émotions. Et ce sera aussi une façon, je crois, pour vous d'analyser ce que vous êtes en train de produire en vous posant la question de quel type d'engagement, quel type de public, quel type de compréhension, quel type de narration je suis en train de construire. Et c'est une façon aussi d'aller un petit peu plus loin dans votre manière de créer, en fait, hein, d'être attentif à votre création, à votre responsabilité aussi dans ce champ-là. On a entendu 2 fois
aujourd'hui, avec des discours très différents et des points de vue très différents, l'importance de réfléchir à une vision aussi positive. Donc je crois que c'est quelque chose au moins à penser. Ça mérite de s'attarder sur cette question d'un besoin de récit qui projette vers un avenir acceptable, désirable, etc. Donc les choses sont dites et c'est certainement à vous maintenant de les mettre en action. Merci encore. Merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous.